pour constater qu'effectivement il y avait bien une planète à cet endroit-là, et une planète qu'on appelait Neptune. Donc, autre gros succès de la théorie de Newton, encore plus fort évidemment que la comète de Halley, c'est vraiment une planète qui a été découverte par le calcul, par Le Verrier, Adams et compagnie. D'autres succès, bon, ça je ne vais pas faire la liste. Alors les échecs par contre. Alors il y a des échecs théoriques. En particulier la théorie de Newton ne permet pas d'expliquer pourquoi le mouvement d'une particule ne dépend pas de sa masse. C'est-à-dire que si je prends deux objets bien différents, que je les lâche de la même façon, je vais constater qu'ils vont tomber de la même façon. Si tant est que seule la gravitation agit bien sûr. Ça, bon. Voilà, mais enfin, bon, donc le mouvement d'une particule d'épreuve, c'est-à-dire qu'elle a une masse très faible, ne dépend pas des propriétés de ce corps. Et ça, la théorie de Newton ne peut que le constater, elle ne peut pas le prédire théoriquement, parce que naturellement, la théorie de Newton attache donc à chaque corps une masse qui explique sa capacité à réagir à un champ gravitationnel, et une autre masse inertielle qui explique sa capacité, qui explique comment son mouvement change quand elle subit l'action d'une force donnée. Il n'y a aucune raison fondamentale pour que ces deux masses soient identiques. Eh bien, on constate que ces deux masses sont les mêmes. Bon, c'est pas vraiment un problème. On peut très bien ajouter une hypothèse de plus, un axiome de plus dans le cas de la théorie en disant M égale mg, mais quelque part, c'est pas très satisfaisant. Donc, ça c'était un premier souci. Un deuxième souci, c'est que la gravitation de la théorie de Newton est un phénomène instantané. À savoir que quand une source là-bas exerce un champ gravitationnel ici, si la source là-bas subit une modification, je la ressens instantanément ici. Vous savez très bien que la lumière met 8 minutes pour venir du Soleil jusqu'à nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, nous sur Terre, si brutalement le Soleil devait disparaître, imaginons que ce soit possible, si le Soleil brutalement disparaissait, ben, on mettrait 8 minutes à s'en rendre compte. On verra encore le Soleil pendant 8 minutes après sa disparition. Mais la Terre tourne autour du Soleil parce qu'elle est attirée par le Soleil. Si le Soleil n'était pas là, la Terre se dépasserait en ligne droite. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas de la théorie de Newton si le Soleil disparaissait? On verrait toujours le Soleil pendant 8 minutes, mais instantanément, la Terre ne ressentira plus le champ gravitationnel du Soleil. C'est-à-dire que la Terre décrira un mouvement à peu près circulaire autour du Soleil tant que le Soleil est là, puis dès que le Soleil disparaît, il se mettra à aller en ligne droite. Autrement dit, un observateur assez précis qui serait capable de mettre en mouvement, en évidence le mouvement de la Terre en observant les étoiles aux alentours, serait capable de dire la nature du mouvement de la Terre a changé, et serait capable de dire que le Soleil a disparu 8 minutes avant qu'on observe la disparition du Soleil par nos yeux. C'est parce que la gravitation est un phénomène instantané, contrairement à la propagation de la lumière. Bon, ça c'est un point qui gênait énormément Newton. Newton avait parfaitement conscience que sa théorie, il le disait lui-même, cette théorie ne le satisfaisait pas, parce que pour lui, comme toute action qu'il connaissait, ça devait se propager, certainement, et donc il n'était pas content de sa théorie dans ce sens-là. C'est une bonne théorie quelque part, bien sûr, mais bon, il avait conscience qu'il y avait une faiblesse quelque part, ça le gênait. Bon. Ok. Ceci dit, ces deux problèmes, on peut se dire c'est des problèmes de théoriciens. Au niveau observationnel, ça marche très bien, donc ça marche au niveau observation. Avec tout ça, ça suffit pour être largement content. Ok, sauf que l'histoire, c'est que ça n'a pas marché si bien que ça. Je vais dire pas longtemps, si assez longtemps quand même, mais à la fin du XIXe siècle, plus la précision des mesures astronomiques augmentait, eh bien, on s'est rendu compte, en étudiant le mouvement de la planète Mercure, que les choses n'étaient pas si simples. Le mouvement de la planète Mercure, on obéissait bien à la théorie de Newton jusqu'à un certain degré de précision, mais quand on regarde les choses très finement, le mouvement de Mercure, on se rend compte que le mouvement de Mercure autour du Soleil n'était pas parfaitement expliqué par la théorie de Newton. On a beau intégrer les perturbations exercées par Vénus, par la Terre et tout ce qu'on veut, Jupiter et compagnie, il y a quand même un petit écart qui persistait. Alors on s'est dit, bon, ce qui a marché avec Uranus, ça va bien marcher avec Mercure. Donc on a dit, pour Uranus, il a suffi d'invoquer la présence d'une planète extérieure à l'orbite d'Uranus. Pour Mercure, il suffirait qu'il y ait un corps à l'intérieur de l'orbite de Mercure qui explique ceci. Ça s'expliquerait d'autant plus que comme il est très près du Soleil, c'est peut-être pourquoi on ne l'a pas vu. Donc on fait les calculs, on trouve, on dit voilà, s'il y a un corps qui explique ça, il doit avoir telle masse et compagnie. On lui donne déjà un nom, on l'appelle Vulcain, on regarde, puis là par contre on voit rien du tout. Donc, gros souci. Donc ça c'était vraiment le gros souci qu'on avait avec la théorie de Newton, donc à la fin du XIXe siècle. Alors, on met ce petit souci en stand-by. Et maintenant, la relativité générale. Alors j'appelle la théorie de Newton décrit la gravitation comme un phénomène de force. L'espace-temps est plat, donc le fait que les planètes tournent autour du Soleil veut bien dire qu'il y a un champ de force qui agit sur ces planètes. Le point de vue en relativité générale, c'est le contraire. On dit, il n'y a pas de force de toute façon, et gravitation autant. Donc le fait que les planètes tournent autour du Soleil nous renseigne sur la nature de l'espace-temps et nous explique que l'espace-temps n'a pas les propriétés de l'espace-temps de Newton, mais possède de la courbure. Et donc, la théorie de la relativité générale inscrit la gravitation dans les propriétés de l'espace-temps lui-même. Elle inscrit dans les propriétés de courbure de l'espace-temps.
C'est-à-dire que s'il n'y a pas le Soleil, donc il n'y a pas de masse dans l'univers, une planète, si on dit que la masse de la planète est négligeable, se déplace dans un espace-temps plat, donc son mouvement inertiel, avec des lignes uniformes. Par contre, si on place le Soleil, comme le Soleil est très massif, il déforme, en un certain sens, l'espace-temps, et cette déformation va être telle que la ligne droite n'existe plus, et les mouvements inertiels, les mouvements naturels, cette fois-ci, sont des mouvements qui sont, donc pas en ligne droite, mais donc sont des mouvements incurvés en direction du Soleil. Ça, c'est l'idée de la relativité générale. Alors, pour expliquer ça, quelle différence entre l'espace-temps plat et un espace-temps non plat? Ben, ça n'est pas la même chose qu'entre un plan et une sphère, en quelque sorte. Sur un plan, on pouvait tracer des droites, sur une sphère, on ne peut pas tracer des droites. C'est clair. Par contre, vous pouvez reposer le problème que vous étiez posé tout à l'heure, à savoir si je prends deux points dans mon espace, quelle est la trajectoire la plus courte qui relie ces deux points. Alors, dans le plan, c'est la ligne droite. Sur la sphère, ce ne sera pas la ligne droite, puisqu'on ne peut pas tracer de droite sur une sphère. Mais il y a comme des courbes qui extrémisent la distance entre ces deux points. Ces courbes, ce sont les arcs de Grand-Cercle. On peut tracer des courbes plus compliquées, bien sûr, qui sont ici, ici. Quand on les regarde localement, on se rend compte si je regarde donc ces courbes qui extrémisent la distance entre deux points, eh bien je me rends compte que finalement, localement, ce sont des courbes qui ne sont pas droites, bien sûr, puisqu'elles sont tracées sur une sphère, mais ce sont les courbes les plus droites possibles que je peux tracer sur une sphère. C'est-à-dire que leur côté incurvé ne ferait que suivre les courbures de la sphère. Si je trace des courbes plus complexes, en fait, elles tournent pas seulement parce que c'est sur une sphère, mais parce que je trace une courbe assez compliquée, mais les courbes géodésiques qui relient, qui assurent un minimum de distance entre deux points ici, ce sont les courbes les plus droites possibles que je peux faire en quelque sorte sur une variété qui n'est pas plate. Voilà, donc ça c'est vraiment... voilà, ça c'est pour illustrer donc, la différence entre l'espace-temps plat et un espace-temps incurvé tel qu'on l'aura en relativité générale. Alors donc, la conséquence, alors donc la relativité générale, donc sa double idée, c'est-à-dire qu'un corps massif génère une courbure dans l'espace-temps dans lequel il est plongé, et de dire que les particules d'épreuve suivent en fait des courbes de longueur extrémale dans cet espace-temps. Alors, quand on est loin du Soleil, disons que c'est le Soleil, comme la courbure imposée à l'espace-temps est faible, l'espace-temps est quasiment plat et donc le mouvement inertiel est rectiligne uniforme. Par contre, quand un corps passe à proximité du Soleil, comme la courbure est importante, eh bien son mouvement est naturellement incurvé. Et ça, correspond véritablement au mouvement inertiel, c'est le mouvement naturel dans cet espace-temps qui possède la courbure. Et si la vitesse initiale du corps est suffisamment faible, eh bien le corps, l'orbite de ce corps va se refermer autour du Soleil. Se refermer, pas exactement, ça c'est pour le qui va nous intéresser de tout le moment. Alors j'ai donc deux théories pour décrire la gravitation. Je fais un petit résumé. La théorie de Newton qui dit que l'espace-temps est plat et le phénomène de gravitation est un phénomène de force, et la relativité générale qui dit que quand on met des corps dans l'espace-temps, ces corps imposent une courbure, donc l'espace-temps n'est pas plat, et donc les mouvements inertiels, les mouvements naturels, sont naturellement incurvés vers les masses qui imposent ces courbures de l'espace-temps. Et donc ces deux descriptions sont quasiment équivalentes. C'est nécessaire que cette théorie marche quand même assez bien, suffisamment bien pour avoir permis le déclare de Neptune par exemple, pour expliquer le monde des planètes. Cette théorie va très bien marcher aussi. Il faut donc que ces deux théories soient à peu près équivalentes à des petites corrections près. Et bien cette équivalence n'a pu être prouvée, n'a pu être réalisée que parce qu'on a le concept d'espace-temps. En fait, quand je dis qu'il faut courber l'espace-temps dans cette théorie de la gravitation, c'est surtout la partie temporelle de l'espace-temps qui est courbée en un certain sens, plus que la partie spatiale. C'est pour ça qu'à l'époque de Riemann, quand Riemann essayait de courber l'espace pour interpréter la théorie de Newton, il avait quelque chose de convergé. Il lui manquait un ingrédient essentiel, qui était l'espace-temps. Alors, les succès. Alors, la relativité générale redonne la théorie de Newton en première approximation. En première approximation, c'est-à-dire qu'elle redonne, dans certaines conditions, la théorie de Newton plus des petites corrections. Alors, quelles sont les conditions dans lesquelles on a cette équivalence? Eh bien, il faut deux choses. Il faut que le champ gravitationnel soit faible et que la vitesse des corps concernés soit faible. Alors, la vitesse des corps faibles, ça veut dire quoi? Ça veut dire faible devant, je veux dire la vitesse de la lumière, pour faire voir. Alors, c'est le cas, évidemment, quand j'ai vu le système solaire, le mouvement des planètes, c'est 30, 50 km par seconde ou 15 km par seconde. C'est quelque chose de faible, donc on est vraiment dans cette situation. Champ gravitationnel faible, qu'est-ce que ça veut dire? Un corps décrit un champ gravitationnel faible à partir du moment où il est incapable à communiquer un changement de vitesse à une particule d'épreuve, un changement de vitesse comparable à la vitesse de la lumière. Par exemple, si je prends cet objet, je le lâche, il va tomber au niveau du sol à peu près 1 mètre par seconde.
Je peux lâcher de l'eau, il va arriver plus vite. Je peux lâcher de très 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 haut, il va tomber de plus en plus vite, mais cette vitesse n'excédera jamais 11 km par seconde. Si je prends un corps que je lâche de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sans vitesse initiale, il va arriver au niveau du sol à peu près à 11 km par seconde. 11 km par seconde, c'est beaucoup pour nous, mais par rapport à la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, c'est pas grand-chose. Pour le soleil, c'est pareil. Si vous prenez un objet que vous mettez très loin du soleil, vous lâchez sans vitesse initiale, il va arriver à la surface du soleil à 600 km par seconde. Et également, c'est très faible. Si vous prenez une naine blanche, ça va être à peu près 10 000 km par seconde. C'est pour moi c'est le plus important. Ouais. Si vous prenez une étoile à neutrons, ça va être typiquement la moitié de la vitesse de la lumière. Donc là, effectivement, on est dans une situation où il n'y aura plus du tout équivalence entre la théorie de Newton et la relativité générale. Et si vous prenez un trou noir, vous prenez un objet que vous lâchez, quelle que soit la distance d'ailleurs, il va traverser l'horizon du trou noir. En donnant un sens à cette phrase, c'est pas trivial, mais on peut l'en donner. Il traverse l'horizon du trou noir, la vitesse de la lumière. Voilà, donc tant qu'on est dans des conditions où on a affaire à des champs gravitationnels faibles, donc générés par des corps comme le Soleil, comme les planètes, que nous connaissons, et qu'on ne considère que des objets qui vont à des vitesses faibles, eh bien il y a quasiment équivalence entre ces deux théories. Équivalence avec quand même de toutes petites différences, en particulier, alors que la théorie de Newton prévoyait que les planètes tournent autour du Soleil conformément au Kepler, c'est-à-dire en suivant des ellipses qui sont des orbites parfaitement fermées, la relativité générale prévoit bien que ces orbites qui sont presque des ellipses, qu'on peut dire en quelque sorte comme des ellipses qui tournent elles-mêmes autour du Soleil, des orbites légèrement hautes. Et bien cette petite différence permet précisément d'expliquer les anomalies observées donc, dans le cadre de la planète Mercure. Alors, les succès ensuite. Bon, au niveau théorique, la relativité générale explique assez naturellement pourquoi le mouvement d'une particule ne dépend pas de sa masse. Pourquoi? Parce que, alors qu'en théorie de Newton, la gravitation c'est un effet de force, et que cette force est calculée à partir des propriétés du corps, on peut penser naturellement que le mouvement des corps dépend de leur masse. En relativité générale, la gravitation c'est un phénomène de géométrie, c'est quelque chose qui dépend des propriétés de l'espace-temps, qui ne dépend pas des corps lui-même. Donc très naturellement, les corps, à partir du moment où ils ont des mouvements inertiels, ces mouvements ne dépendent pas des propriétés des particules elles-mêmes. Ensuite, en relativité générale, il y a la gravitation. La Newton aurait été super content d'avoir cette théorie, de savoir qu'une telle théorie existe. Eh bien, la gravitation, ce n'est pas un phénomène instantané, c'est-à-dire que si, là-bas, au niveau de la source de champ de gravitation, il se produit des changements, ces changements ne se répartissent pas instantanément ici, ces changements se propagent, la gravitation se propage, et elle se propage exactement à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que si le Soleil disparaît, on mettra 8 minutes avant de le voir avec nos yeux, parce que la lumière se déplace à la vitesse de la lumière. Okay. Mais pour la gravitation, ça va être pareil. C'est-à-dire que si le Soleil disparaissait, la Terre continue à tourner autour du Soleil, à ressentir le champ de gravitation du Soleil pendant 8 minutes, et c'est seulement au bout de ces 8 minutes, le temps que l'information, le Soleil disparu, le temps que l'information au niveau de gravitation arrive au niveau de la Terre, il faudra 8 minutes, c'est-à-dire que la Terre cessera de tourner autour du Soleil, seulement au moment où on verra effectivement donc, le Soleil disparaître avec nous. Alors les autres succès, donc le mouvement de Mercure, donc je l'ai dit, donc les bizarreries du mouvement de Mercure observées à la fin du XIXe siècle étaient parfaitement interprétées dans le cadre de la relativité générale. Le truc qui est quand même remarquable, c'est que Einstein a fait la relativité générale pas du tout pour expliquer le mouvement de Mercure. C'est pas du tout ça qui le guidait. Ce qui le guidait essentiellement, c'était ce problème-là. C'est là, en analysant ceci, qu'il a compris que la gravitation devait être une affaire de géométrie. C'est comme ça qu'il a construit sa théorie. Bon, il connaissait les problèmes de Mercure, il savait que le point de Mercure serait un test pour sa théorie. Mais il n'a pas construit la théorie pour expliquer le mouvement de Mercure. Il est fort arrivé que s'il avait construit sa théorie dans le but d'expliquer le Mercure, je suis pas du tout sûr qu'il aurait pensé qu'il fallait géométriser de la façon. Qu'il fallait géométriser la gravitation. Alors, d'autres choses. La déviation de la lumière. Alors, dans le cas de la théorie de Newton d'abord. La lumière est-elle sensible au champ de gravitation? C'est pas du tout évident. À l'époque de Newton, on avait, à l'époque pré-relativiste, avant la relativité restreinte, on avait deux théories de la lumière finalement. On avait une théorie propagative de la lumière, quand on avait une théorie électromagnétique de Maxwell au milieu du XIXe siècle, on s'est rendu compte qu'il était très naturel d'identifier la lumière à la propagation des ondes électromagnétiques. Or, dans les théories de Maxwell, ignorent complètement le phénomène de gravitation. La gravitation n'est pas du tout présente dans la théorie de Maxwell. Elle ne fait référence qu'au concept d'espace et de temps, qui sont les notions d'espace et de temps du Newton. Par conséquent, la propagation de la lumière est insensible à la gravitation. Donc pas de déviation de la lumière dans le cadre de la théorie de Newton, si on comprend la lumière comme une onde électromagnétique. Maintenant, on savait aussi par des expériences qu'une autre bonne description de la lumière, c'était d'écrire que la lumière, finalement, c'est comme des petites particules, des photons,
un élément plus tard, certainement, mais enfin, c'est des petites particules et qui devaient subir la gravitation comme toute autre particule. Si on prend cette idée-là, donc de la façon la plus naturelle, on arrive au fait que la lumière, en théorie de Newton, devrait subir une déviation, et on est capable de calculer cette déviation. En particulier, quand la lumière qui vient d'une étoile lointaine passe au voisinage du Soleil, eh bien, cette lumière devrait être déviée d'à peu près un peu moins d'une seconde d'arc. Donc, dans le cas de la théorie de Newton, deux possibilités. Soit la lumière ne subit aucune déviation, soit elle subit une déviation à peu près une seconde d'arc quand elle passe au voisinage du Soleil. Dans le cas de la relativité générale, les choses, encore une fois, sont beaucoup plus simples. Puisque la propagation des ondes électromagnétiques se fait dans l'espace-temps, naturellement, cette propagation est sensible aux propriétés de l'espace-temps lui-même. Donc, naturellement, cette propagation connaît une description corpusculaire ondulatoire de la lumière est déviée. Et elle est déviée d'une façon qui est tout à fait différente de ce qui se passe en théorie de Newton. Bien sûr, on est dans le cas d'un champ gravitationnel faible, éventuellement sur le voisinage du Soleil, mais les vitesses sont grandes, les vitesses de la lumière. Donc la théorie de Newton ne s'applique pas. Et la relativité générale prévoit une déviation de la lumière qui est égale au double de ce que prévoit la théorie classique dans le cas de l'interprétation corpusculaire de la lumière. Et donc la relativité générale donne sans aucune ambiguïté raison, donc pendant les observations, on donne sans ambiguïté raison à la relativité générale. Donc ça produit notamment le phénomène du mirage gravitationnel, à savoir que si ici, depuis la Terre, on observe une source lointaine, qui est ici un corps massif, qui va donc réfléchir la lumière, un photon qui vient d'ici va pouvoir nous rejoindre après avoir subi une déviation ici. Et donc on voit cet objet dans une direction qui n'est pas sa direction vraie en un certain sens. D'accord ? Mais il peut arriver que plusieurs trajets sont possibles qui conduisent de la source à l'observateur. Dans cette situation-là, on va voir en fait un seul et même objet dans deux directions différentes. Et en fait, même dans 3, 4 directions différentes ou plus, si les déflecteurs ont des propriétés sont suffisamment complexes. Vous avez ici une image de ciel profond. Donc, on s'est interprété aujourd'hui par le phénomène de l'anti-âge gravitationnel. On voit ici que toutes ces galaxies ici nous paraissent à peu près parallèles les unes aux autres, à peu près les disques à peu près parallèles, il n'y a aucune raison pour cela. En fait, ceci est dû à une déformation de l'espace-temps par le phénomène de l'anti-âge gravitationnel. L'anti-âge gravitationnel également déforme les corps, bien sûr, puisque différents points d'un corps ne subissent pas la même déflexion, donc les corps vont être déformés. Et puis les corps vont être éventuellement dédoublés. Vous avez ici deux belles images. Là, ces deux belles images sont faites, 12 images différentes d'un seul et même objet. Pourtant, ils ne se ressemblent pas du tout. On a l'impression d'un objet très complexe, ici c'est un objet plus simple. En fait, c'est le même objet qui est déformé et dédoublé par mirage gravitationnel. On sait que c'est le même objet parce que quand on analyse la lumière de l'un et de l'autre, on se rend compte que c'est bien du même endroit. Alors, la théorie des trous noirs, bon, également, parce que je vais insister là-dessus, mais disons que la relativité générale prévoit l'existence d'objets très compacts qui sont invisibles. D'accord ? Quand un objet traverse leur horizon, on ne voit plus rien, en quelque sorte, on les voit disparaître complètement. Mais ce sont des objets très massifs et qui nous permettent d'interpréter ce qu'on observe au centre de notre galaxie. Par exemple, au centre de notre galaxie, on observe plein d'étoiles qu'un mouvement, visiblement, elles sont tournées autour de quelque chose, mais à l'endroit où devrait se trouver ce quelque chose, on ne voit rien du tout. Et en plus, c'est dans une région extrêmement réduite de l'espace. Et bien ça, la seule explication que nous propose la physique aujourd'hui, c'est de mettre ici un objet qui est un trou noir. Et cet objet-là, on peut calculer sa masse d'après les propriétés du mouvement des étoiles que l'on a ici. La masse de cet objet, c'est 3 et quelques millions de masses solaires, 3,6 millions de masses solaires. Dans un volume aussi réduit, on ne sait pas que le trou noir. Les propriétés d'expansion de l'univers également, bon ça je vais en parler un peu plus tard. D'abord un petit comeback alors sur les planètes. Donc si je veux résumer le problème du mouvement des planètes. Si je veux bien décrire le mouvement d'une planète, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin d'avoir une bonne théorie de la gravitation, d'une part. Mais j'ai aussi besoin d'avoir un bilan exhaustif de la matière qui va agir gravitationnellement sur cette planète pour en décrire le mouvement. D'accord ? Donc si j'ai l'un et l'autre, tout se passe très bien. Si je connais toute la matière qui se trouve dans le voisinage de cette planète et que je fais une bonne théorie de la gravitation, je vais bien prévoir le mouvement de la planète. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire ? On a eu deux gros problèmes en quelque sorte. On a un problème avec Uranus et avec Neptune. Avec Uranus, ça ne collait pas. Ça veut dire quelque chose qui ne marche pas ici. Bah, finalement, on s'est rendu compte que la théorie de Newton, ça marchait très bien, simplement il manquait une planète à l'appel, c'est-à-dire que le problème venait du fait qu'on n'avait pas un bilan exhaustif de la matière au voisinage de la planète Uranus, pour décrire son mouvement. Donc en fait, le point qu'on avait, c'était véritablement, pour utiliser une terminologie qu'on utilise aujourd'hui dans un autre contexte, c'était un problème de matière manquante. Il y a un peu de matière qui nous manquait pour comprendre ce qui se passait pour Uranus.
Et pour Mercure, c'est exactement le contraire. Ce n'est pas un point de matière manquante, c'est un problème avec la théorie. Bon, ben ça, en gros, vous avez ici le résumé, exactement des problèmes qu'on se pose aujourd'hui, des questions. Aujourd'hui, à plus grande échelle. Alors, l'activité générale, est-ce que tout marche très bien? Alors, je passe sur le problème du système solaire, où il y a encore des soucis aussi, mais bon, on n'est pas très sûr que du statut de ces problèmes. Si je regarde les galaxies c'est constitué de plein d'étoiles. Ces étoiles, je suis capable de mesurer leur vitesse. Par la spectroscopie, en analysant la lumière des étoiles, je suis capable de dire à quelle vitesse tournent les étoiles autour du centre de la galaxie. Cela dit, si je pense que je vois ici toute la matière qui constitue la galaxie, je suis capable de prévoir à quelle vitesse vont tourner les étoiles. Si je vois toute la matière, je suis capable de dire, les étoiles qui sont proches du centre vont tourner assez vite, c'est la courbe pointillée. Par contre, plus je m'éloigne, eh bien, plus la vitesse de ces étoiles devrait être faible, et donc la vitesse devrait décroître en fonction quand je m'éloigne du centre galactique. Et bien, quand j'observe, les observations m'apprennent qu'il ne se passe pas ça du tout, que la vitesse des étoiles semble ne pas dépendre de la distance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que je vois vraiment toute la matière qui est présente ici et qui agit donc sur le mouvement des étoiles? Dans ce cas, cette différence-là m'informerait sur la quantité de matière que je ne vois pas présente dans la galaxie, mais qui se manifeste de façon gravitationnelle. Ou est-ce que j'ai bien observé à peu près toute la matière qui décrit la galaxie, mais est-ce que, au niveau d'une galaxie, la théorie de la gravitation que j'utilise, Newton de relativité générale, est une bonne description de la gravitation? Donc problème de matière, problème de gravitation. Et cette même galaxie, c'est à peu près la même chose. Cette même galaxie, c'est un regroupement de galaxies dans une région localisée de l'espace. Dans une région localisée de l'espace, on voit quelles sont-elles, quelques milliers de galaxies regroupées. Alors évidemment, ces galaxies exercent un champ gravitationnel. Alors, si je prends une de ces galaxies maintenant, elle a une vitesse particulière. Si cette vitesse est très élevée, elle va s'échapper du champ gravitationnel. Pour qu'une galaxie donnée reste à l'intérieur de mon amas de galaxies, il faut forcément que cette vitesse ne soit pas supérieure à une vitesse limite, d'accord, qui assure la connexion, qui assure qu'elle est gravitationnellement reliée à cet amas. Alors, si je suppose que je vois toute la matière à ce niveau-là, et que j'utilise ma théorie de la gravitation, je peux calculer la valeur limite de cette vitesse au-delà de laquelle une galaxie s'évaderait de son amas. Alors, je fais ce calcul, je compare cette vitesse limite à la vitesse des galaxies observées, la dispersion des vitesses des galaxies observées, et j'observe en fait que les galaxies se dépassent trop vite. Donc ça veut dire que toutes ces galaxies devraient s'échapper de l'amas, donc l'amas devrait s'évaporer, donc pourquoi on en a? Alors là encore, qu'est-ce que ça m'apprend ça? Est-ce que ça veut dire qu'il y a de la matière là-dedans que je ne vois pas, et donc qui fait que cette valeur limite de libération est plus importante que ce que je pensais être, et donc supérieure à la vitesse de dispersion que j'observe effectivement? Ou est-ce que ça veut dire que la théorie de la gravitation que j'utilise est incorrecte pour décrire la gravitation au niveau de mes galaxies? Voilà, ça aussi c'est une question ouverte. L'univers à grande échelle, alors je vais peut-être prendre le temps de dire deux mots sur le problème cosmologique. Alors, Colston a mis au point la relativité générale, c'était en 1915. Il s'est dit, bon, cette théorie décrit très bien ce qui se passe au niveau du système solaire, et il a dit, je voudrais essayer d'avoir une description donc, de l'univers dans son ensemble. Alors, à cette époque-là, bon, pour une raison, le but c'est pas de discuter ceci, on pensait que l'univers était stationnaire. Ça posait certains problèmes, en particulier pourquoi le ciel est noir, etc. Mais on pensait que l'univers devait globalement être en repos, c'est-à-dire que l'univers devait être aujourd'hui tel qu'il a toujours été, tel qu'il sera toujours. On ne pensait pas qu'il y avait un début pour l'univers, qu'il y aurait une fin pour l'univers. On pensait que l'univers, ses propriétés ne devaient pas dépendre du temps. Donc, l'univers devait être stationnaire. Alors Einstein s'est dit, bon, si ma théorie de la gravitation est une bonne théorie, elle doit me permettre de décrire aussi l'univers dans son ensemble. Et donc, elle me permet de trouver une solution stationnaire pour l'univers. Alors il applique cette théorie à l'univers dans son ensemble et il ne trouve pas de solution. Il trouve que le modèle d'univers sur lequel il tombe, forcément, il ne peut pas construire un modèle stationnaire d'univers. Alors il dit, bon, je dois donc modifier ma théorie. Modifier ma théorie d'une façon assez subtile pour enfin pouvoir trouver une solution stationnaire, mais sans casser ce qui se passe au niveau du système solaire. Alors il ajoute un petit terme dans sa théorie, un petit terme qu'on appelle une constante cosmologique, et qui fait que finalement, la gravitation, c'est quelque chose d'un petit peu plus compliqué, que ce qu'il décrivait dans sa première théorie. Dans sa première théorie, la gravitation est équivalente, en gros, à la théorie de Newton dans certaines conditions d'application dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais dans cette nouvelle théorie, en fait, la gravitation avait deux composantes. Une composante à la Newton, qui est une composante attractive, et qui décroît avec la distance. Et se superpose à cette composante une deuxième composante, qui était répulsive, liée à la constante cosmologique, et qui augmente avec la distance.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que vous êtes proche de votre corps attracteur ici, ce terme-là, vous ne le voyez pas. Donc la relativité générale se réduit à la théorie de Newton, plus les petites corrections dont on a parlé. D'accord? Et donc, tout se passe bien, et donc on n'étudie pas ce qui se passe au niveau du système solaire. Par contre, si la distance augmente, la force newtonienne, disons, la composante newtonienne décroît. Par contre, la composante cosmologique répulsive augmente. On voit bien qu'il y a une distance critique pour laquelle ces deux composantes-là vont s'équilibrer. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force ressentie globalement par un corps qui est à une bonne distance ici sera nulle. C'est-à-dire que si je prends un corps que je lâche ici sans vitesse initiale, il ne va pas tomber vers le Soleil. Il ne va pas non plus être repoussé. Et donc on conçoit qu'avec une telle théorie, Einstein a pu construire un modèle stationnaire de l'univers. Et donc il a proposé, donc, 1 ou 2 ans après sa première théorie, cette théorie avec constante cosmologique, qui lui permettait de construire un modèle stationnaire de l'univers. Alors, il a dit quelques années plus tard que cette idée, c'est en fait... c'est pas l'idée elle-même qui était une erreur. Ce qui était une idée, c'est qu'en fait, il avait les moyens de prédire ce qui a été observé quelques années plus tard. Parce qu'à cette époque-là, on commençait à observer les galaxies. On avait réalisé qu'en fait, notre univers était composé de galaxies. Bon, je passe sur cette histoire. Mais surtout que ces galaxies avaient tendance à s'éloigner les unes des autres. C'est-à-dire c'était précisément à l'époque, dans les années 1920, on s'est rendu compte qu'on vivait dans un univers qui était non pas stationnaire, mais qui était en expansion. Alors Einstein avait en fait tout à fait les moyens de prédire cela. Il était passé à peu descend en quelque sorte. Et donc, on s'est rendu compte que finalement, on n'avait pas besoin de cette constante cosmologique. La relativité générale telle qu'elle était prédisait une expansion, l'expansion de l'univers. Alors je fais un saut de quelques dizaines d'années pour arriver à l'époque actuelle, où des observations plus précises donc, sur l'expansion de l'univers, notamment quand on observe des objets lointains, des supernovae, et bien on se rend compte que l'expansion de l'univers c'est quelque chose qui accélère. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va plus vite que ce qu'on attendait. Et ça, c'est inexpliqué par la relativité générale sans constante cosmologique. Par contre, à nouveau, la relativité générale avec constante cosmologique permet d'expliquer ces propriétés d'expansion de l'univers. C'est quand même assez ironique de constater qu'Einstein a introduit la constante cosmologique pour ne pas avoir d'expansion de l'univers, et aujourd'hui on l'a introduit pour expliquer que l'expansion de l'univers est plus importante que ce qu'on attendait sans elle. Voilà, alors cette situation est très satisfaisante. Disons que dans les faits, nous possédons une théorie qui est tout à fait naturelle, une théorie très satisfaisante, qui permet vraiment, au moins phénoménologiquement, d'expliquer cette accélération de l'expansion de l'univers. Ce qui se passe, le problème vient d'ailleurs. Il n'y a pas vraiment de la gravitation elle-même. C'est qu'on peut avoir deux attitudes par rapport à cette constante cosmologique. On peut très bien se dire, bon, c'est une nouvelle constante de la physique, et les observations cosmologiques nous donnent une mesure de ce que vaut cette constante. Donc on prend bien note que lambda vaut telle valeur, lambda, et puis on est content avec ça. Maintenant, on peut se dire aussi qu'on aimerait bien expliquer ces constantes cosmologiques, lui trouver une attitude, lui trouver une origine. Ça, c'est le point de vue notamment des physiciens des particules, des physiciens des champs, qui se disent, bon ben, il faudrait avoir une explication fondamentale à cette constante cosmologique. Et ceci, c'est d'autant plus naturel qu'en physique des particules, le vide, c'est pas quelque chose de si creux que ça, finalement. Le vide, c'est une potentialité absolument énorme, c'est quelque chose qui contient énormément d'énergie. Et cette énergie du vide, donc elle doit graviter,